Donc, Sonam Chetan, je suis delivery manager actuellement chez Onetros depuis le début de l'année. Sébastien Carletti, j'ai en charge notamment l'une de nos API en lien avec l'identité digitale et je participe à l'élaboration de la vision d'Onetrust. Je suis venu à la fraude totalement par accident. J'ai fait un stage de fin d'année il y a bien trop longtemps pour que je donne les dates. Je me suis retrouvé à Moscou dans un campus universitaire, on appelle ça un общежитие, tu vois, j'ai des restes. Et j'ai appris ce qu'était la fraude parce que y avait une communauté nigériane, et il se trouve que moi j'ai vécu une partie de mon enfance au Nigeria, c'était la partie nord, et donc je me rappelais un peu, j'avais aussi des restes en termes de dialecte, et en fait ils s'étaient associés à des Russes qui étaient les cardeurs, qui donc généraient des numéros de carte bancaire de manière aléatoire, passaient commande, et eux ils étaient en charge de d'écouler la marchandise, et c'est comme ça que j'ai su ce qu'était la fraude à la carte bancaire. Et comme je faisais une formation en risk management, je me suis dit tiens, il y a quelque chose à proposer en rentrant. Et puis comme les idées c'est comme ça flotte dans l'espace, et que c'est là pour finalement être saisi par ceux qui ont le déclic à un moment M, ça avait été fait le temps que je rentre. Je me suis dit mince, c'est déjà fait, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, il fait que notre beat them, join them, et j'ai envoyé ma proposition à Fianet en septembre 2001, et j'étais embauché en octobre 2001. Onetrust, pardon, c'est le résultat de la fusion entre deux entités qui à l'origine étaient concurrentes. Historiquement, la plus ancienne c'est Fianet, qui date de l'année 2000. Donc Fianet a été créé en 2000, a collaboré avec Onet, qui s'appelait à l'époque Bancacor, jusqu'en 2006 si je ne m'abuse. Et puis Fianet, en fait, le Crédit Agricole s'est rapproché de Fianet pour le racheter à travers Sofinco. Et il y a eu une directive qui a été donnée à l'époque, qui était de ne pas favoriser l'émergence, on va dire, du BNPL au niveau de la concurrence. On nous a demandé d'arrêter d'accompagner des entités qui pouvaient être en concurrence de près ou de loin en rapport avec Sofinco. Et ce qui est amusant, c'est qu'en faisant ça, on a généré notre propre concurrence, parce que Bancacor a décidé du coup de monter en compétence sur la lutte contre la fraude, et d'aller jusqu'à proposer, en fait, créer une business unit qui était dédiée, et proposer une offre concurrente à Fianet. Donc on a commencé concurrent, et on a fini marié. Et ça a donné Onetrust. D'accord. Okay, donc tu as suivi l'historique en fait depuis le début. Moi j'ai quitté, des deux côtés, sauf que j'ai quitté Fianet effectivement en 2011, donc j'ai suivi la chose de loin, mais oui, en revanche le rapprochement je l'ai vu. Donc ce qui est amusant, c'est que quand on s'est rapproché, j'ai retrouvé ils ont vu ma vieille tête, et j'ai vu la leur. C'est vrai que quand on est arrivé au début janvier en mode groupe, on était environ 10 personnes. On avait environ un an pour changer toute une organisation, et même sur la ritualisation des différentes équipes, sur l'amélioration ou sur la migration des technologies vers cloud. On avait plusieurs objectifs dès le début. Et donc, en fait, plus important, je pense qu'il y a il y a aussi une côté plutôt accompagnement à se faire en parallèle avec les collaborateurs de Onetros. Ça, c'était aussi un gros challenge dès le début, je pense. Parce que dès le début, on a eu un point un peu d'accompagnement au changement à faire. Ça, c'est... Voilà. Ouais, on a fait un état des lieux. Ouais. Et puis, il a fallu aligner tout le monde sur les ritualisations, les usages, les outils. Ouais. Voilà, des transitions qui sont... sur lesquelles on a besoin d'être accompagné, voilà, avec des outils que tout le monde utilise maintenant, et avec un alignement justement sur les méthodes de travail. Parce que si ça tenait qu'à moi ce serait toujours sur un calepin avec des crobards faits sur les Velleda. Tout ce qui est exogène et tout ce qui est endogène. Ce qui est exogène, c'est la transformation du marché. Ça commence à faire quelques années maintenant que la DSP2 a transformé
complètement le paysage de la lutte contre la fraude aux moyens de paiement, qui était en fait notre tout premier sujet. Ça ne l'est plus du tout. Enfin, ça l'est, mais ce n'est plus notre premier sujet. C'est-à-dire que du coup, la Oui. DSP2 a quand même avait une certaine efficacité sur Oui. ce sujet. Oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que souvent, tu déplaces la fraude ou tu la transformes. Tu viens, en fait, boucher un trou, et parfois, c'est un peu comme l'hydre, tu en crées deux autres. Ouais. Donc, c'est ce qui est un peu arrivé justement avec la Et elle se DSP2. perd, tout se transforme. Voilà, il y a toujours un moyen de passer. Bon, la DSP2, notamment à travers l'authentification forte sur le paiement, rend plus difficile la contestation de la part du porteur, rend aussi du coup naturellement plus difficile la fraude par quelqu'un qui aurait usurpé un numéro de carte bancaire. Et ça a amené les fraudeurs en fait à se diversifier et à explorer des niches jusqu'à présent qui étaient, enfin c'est même pas des niches, c'était le bol du chien de la niche, qui jusqu'à présent étaient des épiphénomènes et qui sont devenus gigantesques parce que les fraudeurs se sont mis justement à frayer avec des gens qui étaient jusqu'à présent honnêtes. Pendant des années, on faisait vraiment la différence entre le fraudeur et le tricheur. On parlait de friendly fraud pour le tricheur. Donc voilà, c'est un tricheur, c'est moi et Sonam, j'emprunte son numéro de carte bancaire. Elle le sait. Je commande. Le secret bancaire fait qu'on ne peut pas rapprocher son nom ou le mien d'un numéro de carte bancaire. Et on est de connivence, je me fais livrer moi, enfin je caricature, mais je me fais livrer moi, et c'est elle qui va dire mais attendez, je suis pas à l'origine de l'achat. Et près des SP2, ça passait crème, ça passait très bien, elle se faisait rembourser, la directive bancaire de l'époque était appliquée, et on se retrouvait bénéficiaire dans la mesure où j'avais reçu le produit et elle se faisait rembourser. Donc on avait un produit gratuit et c'était une double peine pour le marchand. Donc ça c'est la friendly fraud, c'est de la triche. Le vrai fraudeur, il est organisé et c'est un vrai business qu'il a monté. Il en vit, c'est très lucratif et il le fait pas de temps en temps, mais c'est une activité pérenne. Aujourd'hui, les vrais fraudeurs ont tendance à éduquer les tricheurs et ces tricheurs soit deviennent d'excellents tricheurs et restent dans une approche mesurée en fait de leur tricherie, soit ils se professionnalisent. Donc avec l'avènement des réseaux sociaux, avec les discussions sécurisées type Telegram et autres, les deux mondes se sont rapprochés, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc ce qui fait qu'il y a un niveau global qui quand même qui s'élève complètement. Donc là où auparavant on pouvait avoir presque un one size fits all au niveau de l'approche de la lutte contre la fraude, généralement l'image que j'aime bien utiliser, j'ai toujours des allégories un peu qui me sont propres, on va dire, voilà. Mais auparavant, c'est comme si on essayait de protéger la Terre d'une comète ou d'un astéroïde qui se présentait régulièrement. On connaissait sa trajectoire, on connaissait sa vitesse. Alors certes, il y avait quelques petits morceaux qui se détachaient chaque année et qui créaient des dommages, mais en fait, rien que le bouclier et les antimissiles qu'on mettait en place ne pouvaient arrêter. Et là, on a affaire à un astéroïde qui a complètement explosé avec des satellites totalement erratiques, une trajectoire qui change tout le temps et une vitesse de présentation qui est plus du tout anticipable. Donc on est amené du coup à augmenter le taux d'équipement de manière à pallier à ce nouveau phénomène. Qu'est-ce qui a fait que l'astéroïde explose du coup ? C'est le fait que justement on est, en voulant adresser le risque principal qui était la fraude aux moyens de paiement, on l'a presque fait exploser. On a fait grossir les autres épiphénomènes de fraude comme la fraude au retour, pardon. On a fait cohabiter, on a fait se rapprocher. Ça, c'est pas forcément de notre fait, mais c'est l'évolution de Internet en général qui a fait se rapprocher les tricheurs et les fraudeurs. Et aujourd'hui, on est beaucoup moins catégorique justement dans cette catégorisation. Et on n'est plus dans un cas de figure où on se dit bon, il suffit d'avoir un outil qui permet de faire du scoring
et un seul scoring. En fait, il en faut en faire plusieurs. C'est-à-dire que pour un phénomène, il faut pouvoir se dire je peux sortir un éventail de scores. C'est-à-dire que j'ai un risque qui est à 0, qui n'est pas réalisable sur telle typologie, sur celle-ci ça va, sur celle-ci ça va. En revanche, sur celle-ci, effectivement, le risque est élevé. Sur des types de fraude. Oui. Donc on n'aura pas la même personne n'aura pas le même score sur différents En fait, types de fraude. oui, c'est ça. Tu vas presque en tunnel en fait. Dans un premier temps, tu as une entrée en relation où tu as du principe que tu vas déjà t'assurer que la personne est traçable. C'est-à-dire que tu viens réconcilier l'identité qu'elle déclare avec tous les éléments corroborants. Parce que tu pars du principe que tu peux accorder ta confiance à quelqu'un qui a, en fait, dans les attributs de sa persona, tous les attributs de quelqu'un qui a une vie. Donc il a un email qui est traçable, il y a des digital footprints qu'il a laissé, ne serait-ce que la présence de l'email dans un data breach. Aujourd'hui, tu as la moitié des emails en circulation qui sont présents dans un data breach. Ouais, 50% des emails en circulation que tu peux retrouver à travers ce data breach. Ça t'apporte des informations, c'est-à-dire que si c'est le data breach de LinkedIn, il date de 2012, ça veut dire que l'email a plus de 10 ans, voilà, ce genre de choses. Il y a un marqueur temps. Il y a un marqueur temps, et en fait, c'est difficile pour un fraudeur de se créer un passé. Pour le moment, on touche du bois. Mais quelqu'un qui se présente effectivement et qui a aucun passé, c'est étrange. Ça fait partie des signaux d'alerte qui sont amplifiés, encore une fois mis bout à bout, parce que ce dont il faut se méfier, et c'est aussi quelque chose qui a changé, c'est qu'il n'y a plus du tout maintenant un indicateur absolu de fraude. Il y a une époque où les fraudeurs, de par leur manière de faire, mais aussi de par nous, le peu de moyens qu'on avait, il y avait des marqueurs absolus de fraude. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus subtil que ça. Il faut un ensemble de signaux faibles qui sont accolés les uns aux autres et encore en fonction du contexte. Et c'est là où on peut dire effectivement que ce sont des phénomènes de fraude. Le principe de l'identité digitale, c'est de se dire, moi je me souviens des premières discussions qu'on a pu avoir où en fait, c'est normal, tu raisonnes un peu en fonction de ce que tu sais. Donc à l'époque, tout le monde raisonnait sous la forme d'un annuaire, parce qu'il existait encore les annuaires télématiques. Et on me disait, Sébastien, trouve-moi une solution pour que cet email, je puisse absolument dire qu'il appartient à telle personne ou que tel numéro de téléphone appartient à telle personne. Et je dis, ça n'existe pas. En revanche, faisons juste un pas de côté. Qu'est-ce que tu essayes de démontrer ? Tu essayes de démontrer que cet email, en fait, il a tous les contours d'un email qui appartient à quelqu'un qui existe réellement. Et même chose sur le téléphone, même chose sur l'adresse IP. Et voyons si, en fait, je ne peux pas établir des connexions entre même ces trois éléments, ou au moins deux de ces éléments sur trois. Et on s'est plutôt recentré sur la question qu'on essayait d'adresser, qui est, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui se cache. Voilà. Parce que, de la même manière que un braqueur de banque aura tendance à vouloir masquer son visage, un fraudeur aura aussi cette envie de ne pas se voir identifié et qu'on puisse remonter jusqu'à lui. Et donc on a acheté tout un tas d'études pour en fait déterminer quels étaient les indicateurs d'une entité digitale normale. Quand on dit normale, c'est correspondant à la norme statistique. Et c'était des études qui étaient plutôt marketing sur quels sont les usages des internautes en lien avec leurs données de contact. Donc à quelle fréquence ils créent un email, en moyenne leur email il a quel âge, est-ce qu'ils ont une propension à créer un email pour chaque événement, ou au contraire est-ce qu'ils sont attachés à leur email. Le numéro de téléphone est effectivement même question, à quelle fréquence ils ouvrent une ligne téléphonique, etc. etc. Après, c'était des études sur quelle est l'impact à l'époque des offres bundle des telcos, ou plutôt quelle est l'adhésion des consommateurs sur les offres bundle, qui consistent à avoir à la fois ton apport téléphonique, ta box chez la même entité. Et on a commencé à élaborer là-dessus. Et on s'est vite rendu compte qu'il existait tout un tas d'API qui pouvaient apporter des informations. Isolément, elles n'avaient pas beaucoup de valeur. Intrinsèquement, elles n'avaient pas beaucoup de valeur, mais mis bout à bout, et en transformant la donnée en information, en sachant correctement l'interpréter, en fait, on pouvait reconstituer le portrait
de quelqu'un dans la norme statistique. Et c'est là où en fait on a mis le doigt sur un truc, c'est qu'en cherchant de l'information, on vient confirmer qu'une identité digitale est saine. A contrario, l'absence d'information, soit on a affaire à quelqu'un de parfaitement discret, ce qui peut arriver, soit on a affaire en fait à une identité digitale factice, qui vient à peine d'être créée, qui n'a pas de passé en fait. D'accord. Voilà. Ou pas de cohérence technique. Oui, parce que c'est très très compliqué, voire quasi impossible de se créer un passé en fait. Non, effectivement. Enfin, en tout cas, si. Ou alors il faut anticiper. Il faut s'y prendre en avance. Exactement. Il peut y avoir. Alors ça, les fraudeurs ont déjà identifié que, par exemple, s'ils créaient un compte auprès d'une entité et qu'ils laissaient le compte dormant, ils pouvaient parfois bénéficier justement de règles un peu brutes, je veux dire, pour pas porter de jugement de valeur, qui consistait à dire si le compte a plus d'1 an, sans même avoir vérifié qu'il ait une activité, je lui fais confiance par défaut. Donc à travers des attaques par itération, les fraudeurs se sont rendus compte qu'ils pouvaient très bien créer un compte, le laisser dormir 1 an, puis ensuite le revendre à d'autres fraudeurs en disant ce compte a dormi 1 an, il va bénéficier en fait d'un green flag systématique, tu peux y aller. Heureusement, on a encore ce phénomène, même s'il est très vieux, mais qui est encore en place, qui consiste à ce que quand tu crées un compte et que tu laisses un email, on veut s'assurer que tu es bien le récipiendaire de l'email, et donc on va t'envoyer un email sur lequel tu vas cliquer. Donc il faudrait que le fraudeur ait réussi, enfin que le mot de passe qu'il a récupéré soit, c'est aussi d'ailleurs très possible, soit aussi le mot de passe de la boîte mail en question. Donc sur la création de compte, on n'est pas encore trop inquiété. En revanche, sur l'account takeover, qui est donc le vol de compte existant, clairement, les data breach favorisent ce phénomène, largement. Tu peux nous parler des account takeover ? Oui, l'account takeover, en fait, c'est aussi la résultante des attaques par itération ou des raisonnements, parce que en fait, les fraudeurs ont des cerveaux comme les nôtres. Et lorsqu'ils réalisent que dans l'entrée en relation, la friction est trop forte ou qu'ils n'arrivent pas à commettre leur forfait avec une identité qu'ils viennent de créer, ils partent du principe que s'ils passent par un compte qui a déjà passé tous les contrôles et tous les scores, ce sera plus facile pour eux. C'est de là que le phénomène d'account takeover, qui a maintenant plus de 15 ans, a commencé à exister, et ça a incité aussi du coup les acteurs de lutte contre la fraude à chercher des moyens d'identifier des cas d'account takeover, et c'est là que l'empreinte machine, c'est-à-dire le device fingerprint, a commencé vraiment à se développer, parce que en observant le phénomène, en dehors de se dire tiens, la personne elle s'est loguée à minuit alors que normalement son habitude c'est de se loguer en journée, etc. Ça a été de se dire moi je vais faire une empreinte machine de chacun des logs que je vais enregistrer, je vais les attacher en fait au compte, et je vais pouvoir du coup déduire que cet utilisateur il a une propension à se loguer plutôt avec un OS de tel type, avec une adresse IP plutôt de tel type. Alors pareil, l'IP n'est pas fixe, mais c'est plutôt se dire je la rattache à un telco, ou je lui donne une certaine localisation. Je dois tenir compte aussi du fait que les gens ils voyagent. Ce qui fait que durant les périodes estivales ou même les périodes de vacances, je relâche un peu mon attention sur les écarts de distance ou les localisations contraires que j'ai pu observer. Mais en revanche, j'essaye autant que faire se peut de faire une empreinte machine. Je sais que les personnes renouvellent leur device, donc, mais que quelqu'un qui est sous Android aura tendance à le rester, quelqu'un qui est sous iOS aura aussi tendance à le rester. Et ça me permet de lever des alertes lorsque j'ai un device que je ne connaissais pas, qui se log, et où j'observe des vélocités, de comportements au sein même du compte, ou même à travers des achats qui seraient faits à travers le compte, qui sont contraires à ce que j'ai pu observer avant. Au niveau du RGPD, en fait, il y a ce qu'on appelle la cause légitime ou l'intérêt légitime. Ça nous permet effectivement de ne pas avoir
à récolter en fait le consentement des personnes qui sont observées, sous couvert qu'on respecte effectivement le RGPD, c'est-à-dire que il y a un traitement de la donnée qui fasse qu'elle ne reste pas ad vitam aeternam, et surtout qu'elle ne soit pas utilisée pour autre chose que détecter une anomalie et venir confirmer un risque de fraude ou pas. Et ça, c'est parce que vous avez une structure particulière. Qu'est-ce qui fait que vous avez le droit justement d'utiliser C'est parce qu'on est dans une branche d'activité de lutte contre la fraude. Ok. Et que, en fait, Honey Trust a hérité de toutes les démarches que Cell Secure, qui était l'entité de Moncacor, et que Fianet avait mis en œuvre auprès de la CNIL. Bon, le RGPD a changé la donne, c'est-à-dire que maintenant, avec le RGPD, chaque entité connaît le cahier des charges et en fait s'engage à respecter le cahier des charges sous couvert d'être sanctionné en cas de contrôle. Mais on est effectivement dans une autorégulation. Mais le cahier des charges est effectivement très clair. Et on a des obligations en termes de minimisation de la donnée, en termes de captation de la donnée et en termes de conservation de la donnée. Il y a énormément de données qu'on manipule qui pourraient être utilisées à d'autres fins. Mais justement, en fait, ça nous est interdit et naturellement, on se l'interdit. C'est vrai qu'avant d'arriver chez Honey Trust, pour moi, le fraude, c'est plutôt le fraude, comme on dit, fraude du dimanche. C'est ce type de fraude que je connaissais. Ou opportunité. Juste tester un et ça passe, tant mieux, ça passe pas, c'est pas grave. C'est plutôt ça que je connaissais. Mais les fraudes plutôt professionnelles, ça, je connaissais pas du tout. Et c'est super intéressant de voir les réseaux, comment ça fonctionne, les réseaux, comment détecter les réseaux, comment on résout. On bloque ces réseaux. Ça, oui, c'est un peu l'attrait, c'est de se dire, bah, tiens, je vais jouer aux gendarmes et aux voleurs. Avec une contrainte, enfin, du coup, après, on se dit qu'on doit devenir excellent malgré la contrainte, c'est que les fraudeurs n'ont pas les mêmes freins, les mêmes obligations que nous. Donc on peut partir du principe qu'ils ont une certaine avance. C'est ce qui fait que nous, on est amené, j'en parlais en préambule, à se mettre à leur place, à essayer d'anticiper justement ce vers quoi ils vont évoluer le jour où on les bloquera. Parce qu'on va jamais faire que les déplacer. Et surtout, entre le réseau, ça communique énormément. Donc, dès qu'on bloque un réseau, il y a un nouvel réseau qui est créé. C'est assez intéressant de les voir identifier et même catégoriser quelles sont les entités qui sont les plus exposées. En disant tout simplement, bah voilà, ça y est, telle entité a capté, je vous conseille d'arrêter parce que ça sert à rien. Ils connaissent le truc. En revanche, le voisin ne le connaît pas. Alors après, c'est un phénomène qui est amusant parce que tu peux aussi t'en servir. Quand je dis tu, c'est un tu subjectif. Hein, c'est-à-dire qu'on a vu d'autres entités qui s'en servaient commercialement en disant bah oui, j'observe aussi quels sont ceux qui sont les plus attaqués et je vais aller leur proposer mes solutions parce que je sais que à travers mon observation du Darknet, je sais qu'ils font partie du top 5 des entités qui sont visées par tel ou tel phénomène de fraude. Ça n'a pas été évident parce qu'on va en enfer quoi. Donc on doit prendre un bain d'eau bénite avant d'y aller. Mais oui, on a été amené à créer une cellule qui est assermentée pour aller se balader sur le Darknet. Parce que de la même manière que les fraudeurs par itération en attaquant les entités que nous on protège peuvent être amenés à déduire il y a des moyens de contrôle qu'ils peuvent adresser et qu'ils peuvent passer. Nous on avait besoin d'avoir une observation identique. Donc on a ces espions, d'où la terminologie Dark Spy, qui sont là pour observer dans les canaux de discussion quelles sont les entités attaquées, comment elles sont attaquées, qu'est-ce qui est privilégié, que ce soit un type de fraude ou alors un type de produit en particulier, ou un type de service également. Comment la collaboration se met en place entre les fraudeurs, comment est-ce qu'ils essayent d'évangéliser, si c'est pas le bon mot, les tricheurs,
Et surtout, voir pendant combien de temps on peut garder notre avance. Et certainement aussi se dire pour mieux les identifier, on a intérêt à s'orienter vers tel ou tel type de feature. Vous avez déjà eu des résultats de cette opération Darknet? Oui, complètement. En fait, alors, ça a deux intérêts. On peut identifier de nouveaux clients. Parce que voilà, c'est comme ça que le business fonctionne. C'est que il y a des verticales qu'on a pu découvrir, qu'on n'avait pas... pour lesquelles on n'avait pas supposé qu'il y avait un besoin, ou alors on n'avait pas supposé que ce qu'on en avait sur l'étagère pouvait répondre à ce besoin. Et en étudiant effectivement les discussions, les échanges et même les e-books qui sont produits dans le Darknet, on peut effectivement toucher du doigt certains sujets. Je pense à l'assurance par exemple. Il a été intéressant de voir qu'il y avait des fraudeurs qui étaient spécialisés, qui avaient identifié que les assureurs, dans un souhait de réaliser des économies pour ce qui est du traitement des sinistres IARD, type bris de glace, où en fait il n'y a pas beaucoup de temps homme à consacrer. En voulant automatiser les remboursements, ils ont ouvert une faille à de fausses déclarations. Et on a pu avoir confirmation que ce qu'on avait développé sur l'étagère en termes d'identité digitale pouvait prévenir ce risque parce que le mode opératoire des fraudeurs est exactement le même que sur du e-commerce. Sur l'organisation plutôt globale, je pense en 11 mois, on a fait énormément de choses. On a eu plusieurs phases d'avancement sur l'ensemble de l'équipe. La première phase, c'était plutôt, je dirais, organisation plutôt interne de l'équipe, changement d'outillage, accompagnement sur le rituel, plutôt vraiment dédié à des équipes. Et ensuite, on a eu une phase un peu plus globale sur la partie suivi delivery, suivi plutôt point opérationnel. Et là, plutôt, on approche sur la partie plutôt comité produit. Donc, c'est la phase plutôt la troisième phase. Structurer la vision produit et avoir une organisation plutôt, par exemple, avoir une comité vision produit et aligné avec l'objectif de l'entreprise sur toute la partie delivery. Bon, une partie visible, honnêtement, je vais être très terre à terre, mais c'est mon taux de cortisol qui est très bas. Maintenant, à chaque MEP, c'est un non-événement. Je me souviens que les mises en production étaient déjà beaucoup moins régulières, toujours accompagnées d'un niveau de cortisol de ma part assez élevé, où il fallait se lever tôt. En fait, on a changé même vocabulaire. C'est attention, on va faire une MEP, excusez-nous. Et maintenant, c'est youpi, on fait une MEP. Et c'est en heure ouvrée, c'est seamless. Et en fait, c'est ce qui aurait dû être, mais voilà, c'était pas une évidence. Et ça fait partie, pour moi, en fait, de ce qui est le plus notable. Mais bon, voilà, vu de ma fenêtre.